All who come to this happy place, welcome. Hey, Pluto! Here she comes! Don't worry, there's nothing wrong with your television set. This is a Pixie Bell. The sound is much too high for human ears. We fooled him. Gotta go, but thanks. On with the show. Bienvenue dans le boudoir de Walt. Je m'appelle Olivier, fan Disney, et je vous emmène dans les coulisses de la magie imaginée par Monsieur Walt Disney, bien évidemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Alex, plus connu dans la Disney sphère sous le pseudo de Lextopia. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Salut Olivier et salut au boudoir de Walt. Bon, on se connaît bien tous les deux quand même, on s'est déjà parfois parlé dans d'autres univers. C'est ça, exactement. Mais merci pour l'invitation et merci surtout de la proposition du sujet qui est hyper... le sujet est vraiment hyper intéressant aujourd'hui et donc j'ai pas du tout hésité à venir. C'est très très gentil. Oui, donc comme vous l'aurez certainement remarqué, aujourd'hui on va parler de Bob Iger et on va faire un petit peu le bilan, voir si le Messie a réussi son retour. Voilà, on va discuter un petit peu avec Alex. Tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui par hasard dans la Disney sphère ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Lextopia sur YouTube principalement, mais bien entendu, j'alimente d'autres canaux comme Instagram. En ce moment, j'essaye aussi un peu Thread. Et donc, voilà, je fais de la création de contenu, d'actualité, principalement sur YouTube, des formats de 10 à 20 minutes, dans lesquels, en fait, je décrypte un peu l'actualité Disney à ma sauce. Parfois, ça peut m'arriver un peu de vulgariser, d'expliquer. Parfois, je parle d'attractions, de films d'animation. Je mélange plein de sujets qui traitent vraiment de manière générale à la fois de Disney. En ce moment aussi, un peu plus les parcs Universal qui sont très souvent dans l'actualité. Voilà, en gros. Ok, je crois que tu viens de dépasser un cap sur ta chaîne YouTube, non ? Sur ma chaîne YouTube, alors oui et non. Enfin, là, je suis à 22 000 abonnés. J'ai dû C'est passer bien, les 20 000 abonnés. Je sais plus quand est-ce que je les ai passés, les 20 000 abonnés. Il y a Il quelques faut dire semaines. que Avengers... Voilà, d'accord. Mais oui, probablement, mais j'ai oublié. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, bien sûr, sur la chaîne à me faire connaître ces dernières années, c'est bien sûr l'ouverture du Avengers Campus dans un premier temps. Et puis dans un passé pas si lointain, mais finalement, on commence à se dire que le temps passe. Disney Plus aussi m'a donné beaucoup de visibilité à une époque. Et puis là, plus récemment, faut dire que je suis bien aidé par ce qui se passe du côté des parcs Universal. Et puis, bien sûr, de l'extension des Walt Disney Studios. Voilà, c'est les deux grandes thématiques en ce moment qui sont traitées sur ma chaîne. Toujours des vidéos de qualité. D'ailleurs, de toute façon, bon, ça m'étonnerait, je pense que 99% des personnes te connaissent s'ils écoutent ce podcast, mais par hasard, si vous êtes nouveau, que c'est tout récent votre passion Disney, de toute façon, je mets le lien de sa chaîne, de la chaîne YouTube d'Alex, donc Lextopia. Si vous êtes impatient, vous faites pause et vous allez vite chercher, voilà, pendant le podcast. Mais voilà, franchement, il faut le suivre. Pour moi, dans la Disney sphère, t'es le meilleur, voilà, francophone. T'es le meilleur. C'est très gentil, Olivier, mais je te retourne le compliment parce que même si là c'est une nouvelle aventure qui débute, pour moi tu es aussi un personnage emblématique de l'univers des podcasts Disney. C'est toujours avec un grand plaisir que je reviens faire des émissions et c'est particulièrement dans tes émissions que je prends plaisir à débattre et à discuter avec toi. Mais écoute, c'est très gentil, tu me fais faire une belle transition parce que j'ai une petite question à te poser. Je sais que dans d'autres vies, tu l'as déjà été, mais est-ce que tu accepterais d'être le parrain officiel de mon podcast ? Avec grand plaisir et j'étais très flatté que tu me le proposes à nouveau. Et puis peut-être qu'on le fera une 3e ou 4e fois, que je serai parrain d'une 6e émission dans 10 ans. Mais avec grand plaisir. Moi, encore une fois, je suis toujours très à l'aise pour parler de l'actualité Disney. Tu es un vrai passionné. Et à chaque fois, tu choisis des sujets qui me correspondent parfaitement. Et donc, c'est avec grand plaisir que je viens pour cette première, mais que je reviendrai bien sûr autant de fois que tu auras besoin. Eh bien, c'est parfait, parce que j'ai une liste de sujets longue comme le bras. J'en doute pas. Bon, on va passer au sujet du jour. Donc, le titre du sujet du jour aujourd'hui, c'est Bob Iger, 3 petits points, retour réussi, point d'interrogation. Alors, on va faire une petite introduction. Donc, fin de l'année 2022,
on apprenait le retour en fait pour une période de 2 années du jeune retraité Bob Iger suite au licenciement du mal aimé Bob Chapek. On peut dire qu'il a été mal aimé, le pauvre. On sait d'ores et déjà qu'il restera à la tête de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2026. Pardon, à la base, il revenait pour 2 années, mais il a déjà rempli. Donc ça veut dire si je ne me trompe, donc actuellement il a 71 ans, 71 ans. Donc il va bien mériter sa pension. À l'époque, il y a de nombreux fans Disney, dont je fais partie, qui ont applaudi l'annonce de son retour. Ils ont mis par la même occasion énormément d'espoir sur le comeback de Bob Iger. Cela fait maintenant plus d'une année qu'il est revenu à la tête de la Walt Disney Company. Lors de ses premières interviews fin 2022, début 2023, Bob Iger déclarait vouloir revenir à l'essence même de ce qu'était la Walt Disney Company. Il a renoué même pas mal de contacts avec les cast members, chose qu'il était temps de faire parce que Bob Chapek avait fait quelques petits dégâts à l'époque. Est-ce qu'il a tenu ses promesses alors qu'il a réitéré encore dernièrement son envie de revenir à la gestion de l'entreprise comme à la grande époque? A-t-il réussi à réparer les pots cassés ou pas de son prédécesseur Bob Chapek? Où en sont les projets qu'il a relancés suite à son retour? Qu'en est-il de sa succession et de l'avenir de la Walt Disney Company quand il ne sera plus là? Bref, vous l'aurez compris, on a énormément de choses à discuter avec Alex. Mais avant toute chose, je vais faire un petit disclaimer. Dans cette émission, on va se concentrer essentiellement sur les décisions prises par Bob Chapek lors de son mandat et celles prises par Bob Iger lors de son retour. Je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes quand même au fait et assez au courant de l'historique du jeu de la chaise musicale qu'il y a eu ces 3 dernières années entre les deux Bob. Et si ce n'est pas le cas, Google est ton ami, comme on dit. Voilà, donc en janvier 2023, on va faire un petit peu de pub pour Alex parce que ça tombait bien en faisant mes recherches. C'est souvent cette vidéo-là qui remontait. Tu as fait une vidéo, Alex, intitulée « Les annonces de Bob Iger pour sauver la Walt Disney Company ». Ça m'a servi de base pour commencer à préparer cette émission. Je vous invite bien évidemment à aller la voir et je mettrai d'ailleurs le lien dans la description de cet épisode parce que c'est criant de vérité et même si la vidéo a un peu plus d'1 an, elle a 13 mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan était catastrophique et ça reste toujours d'actualité. Vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont pas encore trop évolué. D'autres oui, mais d'autres pas. Donc je te propose, Alex, c'est de refaire l'inventaire de l'état de la Walt Disney Company en janvier 2023. On va faire un petit bond en arrière d'une année. Et on va se baser donc, on va se baser sur ta vidéo, bien évidemment, pour commencer, et ensuite on va un petit peu regarder à tout ça. Alors, on va commencer par les décisions prises par Bob Chapek lors de son mandat. Moi, avant de commencer et de faire le point sur tout ce qu'il avait mis en place, que ce soit positif ou négatif, j'ai une question qui me vient souvent en tête, qui revient souvent. Par exemple, on va prendre le cas par exemple de la France. Voilà, ils ont un président qui est à la tête de la France. Souvent, forcément, un président arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des nouvelles annonces. Il s'attaque aux pensions, il s'attaque à des gros sujets de la vie de tous les jours. Et souvent, on dit le nouveau président, là, il prend des mauvaises décisions et tout ça. Mais souvent, il hérite de mauvaises décisions prises en amont. Donc, moi, je ne peux pas croire, sauf sur certains sujets, que tout doit être mis sur le dos de Bob Chapek. En tout cas, c'est mon humble avis. Maintenant, j'aimerais bien te demander ton avis. Est-ce que tu penses que Bob Chapek n'a pris que des mauvaises décisions ou est-ce qu'il a aussi hérité d'un package? Bien évidemment, le plus gros package qu'il a hérité, c'est qu'il est arrivé en plein Covid. Enfin, le pauvre, il est arrivé, il s'est assis dans la chaise, il y a eu le Covid. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc déjà ça, est-ce que tu penses que tout est de son fait ou est-ce que tu penses qu'il y a eu aussi des suites de décisions prises avant sa présidence par Bob Iger? Alors, sur la première question, c'est-à-dire celle qui consiste à savoir si Bob Chapek n'a pris que des mauvaises décisions pour la Walt Disney Company, je dirais que c'est très rare, mais peut-être que, voilà, comme chacun d'entre nous, il y en a qui sont peut-être pas faits pour certains postes. Il se trouve qu'à ce genre de responsabilité, à ce genre de niveau de responsabilité, on est plus dans un job de représentation et il a échoué en la mission principale, c'est-à-dire celle de rassurer les investisseurs, les actionnaires et les cast members et les employés de la Walt Disney Company. Il a échoué à les rassurer. D'accord. Donc pour moi, oui, en tout point de vue, Bob Chapek a un bilan négatif et très très négatif, à 90% négatif. Même Shop Disney, qui était sa création avant son arrivée au pouvoir, puisqu'il était en charge de Consumer Products,
Même ça, ça va s'arrêter, ça va redevenir Disney Store. Donc même jusque dans le naming et dans les logos des choix qu'il a fait, ils reviennent en arrière sur à peu près tout ce qu'il a fait. Mais Et donc ce qui est dingue, excuse-moi, je t'interromps, ce qui est dingue, c'est que les deux pôles principaux pour lesquels il avait été responsable à Walt Disney Company, c'est-à-dire, tu viens de l'évoquer, les shops Disney, et alors la branche Home Entertainment, donc tout ce qui était sorti, DVD et tout ça, on va le voir après parce qu'on va parler de ce qu'il avait mis, il voulait faire une priorité de Disney+. Euh, En fait, les deux choses qu'il pensait, on va dire que c'était peut-être le gars qui aurait pu bien gérer, en fait, il les a foutus en l'air tous les deux, quoi. oui, et et après l'autre question qui consiste à savoir si aujourd'hui Bob Iger hérite que de ce bilan-là. Alors oui, en partie, je dirais majoritairement, c'est-à-dire que lorsqu'il revient au pouvoir, il hérite, à mon avis, entre 70 à 80% de mauvaises décisions Mm. prises pendant la période Bob Chapek, mais plus le temps passe, plus ça se rééquilibre. Et en réalité, Bob Iger souffre maintenant, lui aussi, d'un bilan mitigé. Et moi, cette vidéo dont tu parlais tout à l'heure, que tu as mentionné, Mhm. je la regrette. Je la regrette énormément parce qu'en fait, je suis euphorique. Il était le Messie. Il était celui qui avait tout réussi, tout gagné, qui n'avait jamais fauté à la tête de la Walt Disney Company. Et en fait, force est de constater que des décisions qu'il a prises depuis son retour, mais y compris des décisions qu'il a prises avant son retour, sont de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, on n'est plus à 70% de bilan de Chapek dans les conséquences, on est plutôt à un 60, et puis dans 2 ans, ce sera fini, ce sera complètement rééquilibré, et il pourra plus justifier du mauvais bilan de Bob Chapek pour se défausser. C'est ça, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai reparlé de ta vidéo, j'ai bien précisé que également, moi aussi, je faisais partie des gens. Moi, pour moi, Bob Iger était, enfin, il est encore, mais plus autant, il était vraiment sur un piédestal, hein. Pour moi, c'était vraiment le gars corporate qui avait fait toute enfin, il était corporate et il savait parler aux fans Disney. Voilà. Depuis son retour, on va voir après plus tard, la communication n'est plus la même. Avant de continuer sur Bob Chapek, j'ai repris quelques petits gros points et gros dossiers qui ont émaillé l'année et demie, les presque 2 années où il a été à la tête de la Walt Disney Company. Déjà, il n'a pas eu de bol parce qu'avant même, c'est quand même un des PDG les plus décrits avant même qu'il soit PDG. Parce qu'évidemment, les fans Disney, surtout particulièrement des parcs, avec ce qui s'est passé avec Galaxy's Edge, par exemple, où il y a eu des coupes budgétaires et tout ça, et où ça n'a pas été non plus le grand succès, c'était vraiment quelqu'un qui était très, très, très réputé. On savait qu'il était très axé sur les finances, le business, et qui ne parlerait pas beaucoup aux fans. Il a mis son cheval de bataille, c'était Disney+. On ne sait pas pourquoi, alors que tout à l'heure j'ai évoqué, il venait de la branche Home Entertainment. Il a pour lui Disney+, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Alex. Disney+, il l'a mis en avant et pour lui c'était le futur, c'était l'entité numéro 1 qui allait faire vivre la Walt Disney Company. Alors, là, pour le défendre sur ce point-là, il faut se rappeler du contexte de l'époque qui était que en fait, les parcs étaient fermés, Mhm. les plateformes de streaming cartonnaient, et il manquait plus que Disney comme acteur emblématique des plateformes de streaming sur le marché. Mhm. Et puis, effectivement, il a quand même fait un parcours assez spectaculaire chez Disney, dans cette branche-là dédiée effectivement à ce qu'on appelle le direct to home, C'est ça. donc c'est-à-dire le contenu à la maison, donc les VHS, les DVD, la fameuse société de distribution qui s'appelle Buena Vista. Voilà, c'est lui qui est derrière tout ça, et c'est une filiale qui a fait ses preuves avec les fameuses suites complètement nulles et cheap qui rapportaient énormément d'argent, avec la renaissance de certains grands classiques complètement oubliés du cinéma grâce à la VHS. Et en fait, il pensait que logiquement, c'était le nouveau secteur des DVD de la VHS, c'était donc le streaming. En soi, sa vision n'était pas si erronée. Pour Mais le l'époque. problème, c'est qu'on était sur un marché sur lequel Disney s'était investi trop tardivement, avec des acteurs déjà présents depuis trop longtemps et avec des offres particulièrement pertinentes. Je donne l'exemple de Amazon qui mélange plusieurs services avec un prix bas, Ouais. Netflix qui a fait de son cheval de bataille de la création de contenu dans les territoires, donc en Europe, dans tous les pays où ils sont implantés, pour bien correspondre aux cultures, et avec un algorithme aussi très particulier que Disney n'a pas réussi à développer. Il y avait aussi Apple Télé qui là était sur du contenu très premium, Mhm. donc peu de contenu mais des contenus particulièrement qualitatifs.
Bref, et puis surtout d'autres acteurs qui allaient arriver comme HBO Max par exemple. Donc en Ouais. fait, en soi, sa vision, elle était pas mauvaise. Mais le problème de Bob Chapek, c'est que derrière cette vision marketing, stratégique, business, ça manquait vraiment d'une vision créative. Et tu disais qu'il était pas capable de parler aux fans, et ça c'est la grosse Mmh. différence entre Bob Chapek et Bob Iger. Bob Iger, dans son discours et dans sa vision, voilà, clairement, on va pas, enfin, il est sans doute un peu aussi dans un ego trip. Bob Iger se prend pour le nouveau Walt Disney. Donc, il a une façon Oui, de s'adresser au public, il a une façon de s'adresser aux cast members qui est très particulière. Et Bob Chapek était incapable de faire ça, incapable. Et pour lui, la meilleure façon de s'en tirer à chaque fois qu'il y avait une prise de parole, c'était de justifier des choix commerciaux, mmh, stratégiques qui allaient rassurer surtout des interlocuteurs qui lui l'intéressaient, c'est-à-dire les investisseurs, les actionnaires. Et donc, pour lui, rassurer le public, c'était pas lui dire regardez, rêvez et vivez vos rêves. Pour lui, c'était bah, ça m'a coûté tant et ça m'a rapporté tant. On peut c'est pas non ça. plus lui en vouloir d'être incapable de faire le show parce que Bob Iger, c'est quand même beaucoup ça. C'est aussi ça, c'est-à-dire rassurer le public, dire aux fans et aux cast members, regardez, je reviens, je remets de l'argent dans la créativité. 2 ans plus tard, c'est catastrophique comme bilan. Le succès, enfin, le succès commercial de Bob Iger s'est arrêté depuis 2019 et il n'a jamais refonctionné. Depuis son retour, Mmh. il n'y a pas de succès commercial. Alors que pourtant, il y a ce discours complètement édulcoré sur les fans. Donc ça ne suffit pas non plus. Mais par contre, Bob Chapek manquait clairement d'une vision créative. Les entreprises de médias sont des industries très 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 particulières et même si elles ne sont plus dirigées par des artistes comme l'était Walt Disney, il faut cette vision créative, il faut cette appétence pour les contenus, pour les grands artistes, pour les grands musiciens, il faut savoir les repérer, il faut savoir les caster, il faut savoir monter des Tout à contrats fait. d'exclusivité importants avec eux. À l'époque de la gestion de Bob Chapek, ils avaient eu par exemple un énorme différend avec Scarlett Johansson qui se plaignait de sa Oui, rémunération justement parce que le contenu était diffusé sur j'allais en Disney+. parler justement, exactement. Mais quelle erreur! Mais Mmh. quelle erreur pour Bob Chapek d'avoir laissé son artiste se faire lyncher par les directeurs artistiques de Marvel. Comment on peut laisser des producteurs lyncher et créer une sorte de conflit juridique alors que dans son poulailler d'artistes, on a l'une des plus grandes actrices de sa C'est ça. génération qui est dans le studio. Ce n'est pas possible. Donc ça manque un peu de bon sens aussi et d'appétence pour les artistes. Quand tu méprises, en fait c'est simple. Si Scarlett Johansson ne t'évoque rien, tu lui fais un procès et tu veux, voilà. Mais Mmh. si tu connais un minimum l'impact qu'a eu l'œuvre de Scarlett Johansson dans Auprès du l'univers Marvel, mmh. ne serait-ce que dans l'univers Marvel, mais aussi au-delà de toute sa filmographie, bah, non, tu essayes de régler ça à l'amiable et tu essayes de faire en sorte que l'artiste reste bien dans le studio. C'est ce que Bob Iger avait réussi à faire avec Tom Holland C'est ça. et Sony qui a failli perdre les droits de Spider-Man. Bob Iger a fini par ronger son frein et il a fini par accepter de toucher moins d'argent, mais pour aussi protéger ses artistes et garder l'approbation du public. Mmh. Exactement. Voilà. Mais c'est bien parce que là, tu m'as donné plein de transitions, parce que tu as évoqué plusieurs choses qui va suivre. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu as évoqué l'année 2019 de Bob Iger. Et justement, j'ai un chapitre qui évoque ça, parce qu'en fait, Bob Iger, on va y revenir tout à l'heure, son grand rêve, c'est de réitérer la plus belle année qu'il a Oui, fait, c'est oui. 2019. Et Et il on la va... prépare d'ailleurs. Il la Et il la prépare. prépare d'ailleurs. Et on va en parler tout à l'heure. Alors pour revenir sur les gros dossiers de Bob Chapek pendant sa présidence, c'est pendant sa présidence qu'on a eu droit dans les parcs américains à un Génie Plus, par exemple. C'est lui qui a imposé, après contre sa volonté au début, parce qu'il n'a pas eu trop le choix avec la réouverture des parcs post-Covid, du système de réservation de présence dans les parcs. Il a augmenté les tarifs dans les parcs, surtout les parcs américains. Voilà, et son but, son obsession aussi, en plus de Disney+, c'était de faire augmenter le montant du panier moyen, le fameux panier moyen que les guests dépensent sur place. Mais forcément, à partir du moment où on ajoute des systèmes payants comme Genie+, des Fastpass, etc., mais forcément, de toute façon, quoi qu'il arrive, le montant du panier moyen allait augmenter. Moi, je l'ai bien senti parce que, et à mon avis, toi aussi, parce que tu y as été aussi dernièrement. Ma dernière visite à Walt Disney World, c'était en juillet 2023.
Et je l'ai senti passer. Euh, alors, il y a eu le fameux dossier au niveau de la fameuse loi en Floride, Don't Say Gay. Donc, on va pas revenir dessus, mais il a toujours refusé au début de se prononcer, etc., etc. Il a essayé de faire un petit retournage de veste à la dernière minute. Voilà, c'est très très mal passé. Exactement. Mm. Ça a mal passé au niveau des fans et au niveau de ce que les gens pensaient de lui. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le non-respect et le souci qu'il a eu avec Scarlett Johansson. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question où en est le fameux projet de faire un film sur la Tower of Terror. C'est annulé. Le Tower of C'est Terror avec carrément Sarah annulé. Johnson. Ouais, je crois que c'est Ok, annulé. Ouais. voilà, petit aparté. Alors, un manquement total, donc déjà ça commence avec Scarlett Johansson et un manquement de respect total envers les créatifs. On se souvient de la dernière D23 où il a été hué et où là on a compris, enfin moi personnellement j'ai compris que ses jours étaient comptés parce qu'à partir du moment où tu te fais huer par une salle complète et qu'il y a les gros pontes de la Walt Disney Company qui sont présents, je pense que là, ça a scellé son destin. En tout cas, c'est merci les fans. Mm. Euh, il a été le mal-aimé, le plus grand mal-aimé des fans. Et ensuite, comme j'ai dit, on ne va pas revenir sur les coulisses de son licenciement, mais il y a eu des rébellions à la tête de la Walt Disney Company pour le faire partir. Mm. Il a dû faire face à la fermeture. Il y a quand même des points où il en peut rien. Il a dû faire face à la fermeture des parcs due à la pandémie, et ça au tout début de son mandat. Et alors, il avait aussi en projet, il n'est pas arrivé à ce qu'il voulait, mais il allait geler tout ce qui était les embauches. À l'époque, il y avait eu j'ai lu des articles sur des sites américains et français où ça allait être catastrophique parce que il augmentait les prix dans les parcs par exemple et il diminuait le nombre de cast members. On sait ce que ça fait quand on parle de la magie Disney. Moi, je veux bien mettre le prix, mais quand tu diminues tout ça et que tu augmentes, voilà, tu ne peux avoir que des mécontents. Je ne sais pas si j'en ai oublié, Alex, mais en gros, voilà le pauvre ce qu'il a dû subir pendant ces 2 années. Bah, en fait, là, pour revenir sur Disney+, sur le Génie+, pardon, c'est bah, pour moi, c'est des erreurs grossières, encore une fois. Enfin, c'est des erreurs Ouais. tellement grossières que tu te demandes quand même quelle était la vision business. Par contre, cette période-là, donc d'instauration de jauge, de la mise en place du Mhm. Génie+, de l'augmentation des tarifs, a dégagé énormément de cash. C'est ça. Énormément de cash. Donc, il a fait du cash et il a rempli le panier de ses actionnaires à cette période-là, alors même que tout le business des parcs était très incertain. Mais la conséquence Hum. derrière était immense parce que c'était la conséquence, et on la paye maintenant, c'est 2 ans, 3 ans de sous-investissement pour augmenter la Ouais. capacité des parcs, donc de création de nouvelles attractions, mais qui vont être payées tellement cher par Bob Iger là, dans quelques mois avec l'ouverture de Universal Epic Universe et avec encore quelques années d'années à blanc, hein, tout simplement, Mhm. sans aucune vraie nouveauté, comme on l'a connu au milieu des années 2000. Et donc, du coup, je me dis, mais quel manque de bon sens. Comment peut-on laisser les challengers reprendre autant d'avance aussi bêtement? C'est extraordinaire ce qui s'est passé, c'est fou de manquer à ce point-là de bon sens. Bien sûr que cette technique qui consiste à augmenter le prix du ticket, à lancer le Génie+, bien sûr que ça fait du cash, mais c'est des mesures court-termistes et que en fait, il faut surtout penser long terme. Donc, il faut penser ces plans d'investissement dans les parcs à thème sur 10, 15, 20 ans et qu'il n'a rien préparé de tout ça pendant sa présidence et que c'est dramatique. Enfin, c'est un manque de vision sur le secteur. Mais là, pour le coup, moi, je pense que c'est plutôt lié au fait qu'il venait historiquement d'un secteur qui n'était pas. Alors, bien sûr, il a dirigé les Disney Parks à une période, Mhm. mais il venait d'un secteur juste avant qui n'était pas forcément dédié à la création d'attractions, à la création. Et donc, encore une fois, on en revient peut-être à ce manque de connaissance du secteur. Peut-être que c'est tout simplement lié à ça aussi. Dans un parc à thème, si tu n'as pas de possibilité d'extension, et ça existe, hein, des parcs qui n'ont pas Mhm. de Oui. possibilité d'extension. Il y a Disneyland, par exemple, mais ils ont réussi à contourner le problème. Il y Oui. a aussi Fantasyland en Europe, mais ces parcs-là ont des plans de développement très, 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 très particuliers sur des zones déjà existantes. Et donc, même si les zones sont déjà construites, il faut déjà penser 5, 10 ans plus tard à les reconstruire, à les détruire et à les reconstruire. C'est comme ça que ça fonctionne, le business du parc à thème. Tu peux pas faire autrement. Et voilà, et ça, c'est pour moi, c'est des erreurs que je ne comprends pas. C'est tellement du bon sens que je me demande à quel point ils ont pu éviter
d'aborder le vrai sujet sur le fait que pour augmenter la capacité dans les parcs, il faut tout simplement construire de nouvelles attractions. C'est ça. Il y a que Disney qui peut se payer le luxe de refuser des visiteurs, mais jusqu'au jour où, en fait, les visiteurs ne viendront plus, tout simplement. C'est ça. Mais moi, Voilà. ce qui m'avait le plus choqué, en fait, c'était l'ambiance pesante à l'époque, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il grattait sur tout. Tu vois, des fois, on se plaint, et je suis même le premier à me plaindre de Disneyland Paris, mais là, on sentait vraiment... Moi, je me souviens de la fameuse période où il fallait repayer les places de parking quand tu logeais dans un hôtel, mais c'est un truc qui était complètement aberrant. Et d'ailleurs, Ouais. on va y Et revenir on n'a tout à pas l'heure, c'est... connu, et on n'a pas connu Olivier, juste avant le départ de Bob Chapek, il serait resté 3 semaines de plus, les monorails et les bus seraient devenus payants. C'était une Les rumeur. monorails et les bus, hein, magnifique. Oui, Ouais. ça me dit Donc, quelque ça chose. veut Les dire bus, que ça me dit quelque chose, oui. ouais, pour les auditeurs, en fait, les transports à Walt Disney World sont Mm. gratuits, même si vous n'êtes pas résident d'hôtel. Et donc, je pense qu'ils auraient fait payer le transport en monorail pour des non-résidents d'hôtel, par exemple. Ouais. Ou alors, ça aurait été inclus dans le prix du ticket. Il aurait fallu le rajouter comme un. Non, mais bon, enfin, là, tu rêves. Là, enfin, là, on était dans le domaine du délire, quoi. Surtout sur un resort en plus comme Walt Disney World. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Je me vois bien enfin, payer Mais tu sais ton pourquoi? bus. Mais tu sais pourquoi mais tu sais pourquoi j'ai fini par comprendre pourquoi ils voulaient faire ça. C'était pas simplement pour faire du cash sur le transport, parce que les transports sont utilisés tous les jours, mais comment Mm. faire du cash sur les hoopers. En fait, ce qui n'est pas rentable Oui, à Walt Disney World, c'est un c'est hooper, vrai. c'est-à-dire quand vous souhaitez changer de parc dans la journée. Mais comment le rendre rentable? Eh ben, en faisant payer les transports. C'était ça, en fait, la technique, je Oui, parce pense. que quand tu prends un pass normal et un Whooper, la différence n'est pas si énorme. Il y a une différence, mais on va dire que c'est C'est peut-être... pas rentable pour eux, les hoopers. voilà, C'est pas rentable. exactement. Et souviens-toi, à une époque, les hoopers n'étaient plus possibles Mm. jusqu'à 14 heures. Et heureusement, cette période-là est révolue Et aussi. révolu, Merci à ouais. Bob Iger, quand même, qui a eu le bon sens de rétablir Mm. Ben, et puis, de toute façon, personne va faire un hooper à 11 heures du mat. Enfin, la plupart des gens le faisaient déjà c'est entre ça. midi et 2. Mais c'est quand même agréable d'avoir cette liberté et de ne pas être obligé d'attendre un horaire, surtout que ça Exactement. entraînait des files d'attente monstrueuses dans les bus. Et évidemment, ils arrêtaient d'exploiter les bus Mm. avant 14 heures, entre les Mm. parcs. Et donc, du coup, ça faisait une économie énorme. Mais bon, enfin, là, tu te dis, non, mais franchement, mais quelle époque. Effectivement, c'était une époque angoissante et pesante. Et ils l'ont payé très, très cher. Ils l'ont payé très cher. Mm. Mais écoute, je l'ai vécu en juillet 2022 quand on y a été avec ma famille. On était en plein dans cette période, on avait des passes Hooper et il fallait attendre 14 heures. Bon, comme tu dis, de toute façon, moi, il me servait simplement parce que souvent, je faisais un parc, puis on allait se poser à l'hôtel et le soir, j'allais voir dans un autre parc un Un spectacle spectacle. nocturne ou quoi, tu vois. Donc, c'est surtout là que j'utilisais le Whooper, mais jamais à 14 heures, loin de là. Et moi, j'ai évidemment faire découvrir Walt Disney World à ma famille, alors que moi, j'avais déjà fait seul avant. C'est un plaisir, voilà, incommensurable. Et voilà, je vais pas, je suis resté 2 semaines sur place et on a passé du bon temps. Mais par contre, j'ai ce souvenir et ça va me rester jusqu'à la fin de mes jours. Tu partais le matin et tu avais peur, tu savais pas ce que tu avais le droit de faire ou pas faire, tu vois. C'était affolant. Tu étais toujours avec ton téléphone. En plus de ça, tu as le Génie Plus. Tu devais, quand je suis arrivé, c'était à la période où ils ont sorti l'attraction avec les Gardiens de la Galaxie. Cosmic Rewind. Enfin, c'était assez pesant parce qu'il fallait tout réserver, il fallait tout prévoir le matin, c'était pas gai comme expérience. Alors que là, à l'époque, on était en pleine ère Bob Chapek, c'était vraiment pas gai du tout. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont fait que ça a été catastrophique. C'est toute l'expérience des guests à Walt Disney World. Moi, je me souviens de discussions, d'écouter un petit peu les Américains, les touristes qui étaient dans les bus. Des bus frigo ils Ouais, aiment les la bus clim. frigo. Oui, c'est ça. Mais j'entendais des discussions, c'était une discussion sur deux, c'était du mécontentement. Bien sûr, parce que c'est des habitués. Et en fait, les gens n'ont pas connu. Enfin, Disney World a parfois augmenté ses prix, mais Mm. par contre, cette technique qui consistait à faire payer quel que soit le petit service en plus, c'était lunaire. Enfin, c'était une période lunaire. Ça s'est un peu amélioré. Et puis là, en ce moment, le prix des tickets n'augmente plus depuis le Oui, retour de Bob Iger. Malgré l'inflation, il a très peu augmenté. Et, le prix de la restauration a augmenté à Disneyland Paris, mais pas à Walt Disney World. Et donc là, on va dire qu'en ce moment, ça va un peu mieux, mais pour les visiteurs. Mais par contre, où sont les nouvelles attractions?
Où sont les fulgurances créatives des studios? Là, moi, je m'inquiète énormément. Cette année, c'est une année catastrophique d'avance pour Disney, puisqu'il y a quasiment rien. Il y a C'est ça. Vice-Versa et il y a Le Roi Lion. Et puis, il n'y a pas de Marvel, il n'y a pas de Star Wars. Et puis, surtout, une année 2023 très mitigée, puisque le Mhm. film qui célébrait le centième anniversaire du studio qui n'a pas marché. Et en fait, Bob Iger, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est revenu et on attend de voir un peu les effets des premières décisions qu'il a prises dès le premier jour aux manettes. Et en fait, on ne les voit pas. Et on commence à se demander si finalement ses propres décisions que lui-même avait prises 2 années auparavant, C'est ça. jusqu'à l'année où il a été PDG. Alors, il y en a qui disent oui, on peut tout détruire, on peut détruire un travail de 10 ans en 2 secondes. Il y en a qui disent ça. Peut-être que c'est vrai, Mhm. mais maintenant, il est temps quand même, Bob Iger, qui maîtrise bien ce business et qui, dès sa prise de pouvoir à la Walt Disney Company au début des années 2000, a tout remis sur rail très rapidement. Il est temps que ça revienne là. C'est ça. C'est-à-dire que 2025, il aurait fallu des nouveautés majeures dans les parcs Disney. Ils ont sorti Galaxy's Edge en moins de 2 ans. Pourquoi ils sont pas capables, là, maintenant, en moins de 2 ans, de sortir quelque chose pour concurrencer Epic Universe? Mhm. Ça ronronne trop, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est ce qui est bien avec toi, Alex, c'est que tu me fais les transitions. Ça va tout seul, voilà, parce que justement, c'était le sujet suivant. Donc, bon, l'inventaire de la Walt Disney Company en janvier 2023, ben voilà, on vient de l'évoquer, expérience catastrophique des guests, Disney Plus qui est en difficulté, parce qu'en plus de ça, notre Bob Chapek a fait des petits montages de chiffres et il a essayé de tricher Oui, sur la réalité, il faut pas l'oublier. oui. Si tu veux un petit peu en reparler et remettre en contexte ce qui s'est passé avec ces chiffres. Bah, en fait, il a paniqué. Alors pas que lui, puisque celle qui l'a dénoncé et qui a organisé la fronde contre lui, était bien complice de ça au départ. C'est Donc, ça. c'est une financière de la Walt Disney Company, qui a effectivement maquillé avec lui, les résultats, de Disney+. Bah, voilà, hein, tout Mhm. simplement. Comment tu veux te faire? Quand tu es embarqué dans un mensonge, en fait, c'est pas un mensonge. Moi là-dessus, ça c'est quelque part, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je le respecte plus sur ça que sur tout le reste. Parce qu'en fait, on peut pas reprocher à un dirigeant d'avoir une vision. Ceux qui n'ont pas de vision, c'est ceux qui prennent pas de risques. C'est ça. Il a pris un risque, il a pensé que le streaming, c'était l'avenir de tout, y compris même des parcs à thème. Donc c'est pour ça qu'il a inondé la plateforme de contenu en lien avec les parcs à thème. Et je pense que c'est très très dur quand tu as défendu une vision, quand des milliers de gens ont cru en ta vision, quand des actionnaires extrêmement fortunés croient en cette vision. C'est difficile de se présenter devant eux et de dire j'ai fait une erreur, parce qu'à ce niveau de responsabilité, évidemment, faire une erreur, ça veut dire Ouais. quitter la Walt Disney Company. Et donc, peut-être qu'au fond, il croyait vraiment, lui-même, peut-être que Mhm. lui-même n'était pas au courant de ces mauvais chiffres, et peut-être qu'il croyait lui aussi, au plus profond de lui-même, que c'était, tu sais, dans le leadership, parfois, quand tu dis la vision, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, et qu'on te dit oui, mais tu sais, non, 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 et dit je veux rien savoir, c'est celle-là ma C'est vision. ça. Et ben, tu finis par faire des bêtises à tes équipes parce que tu es trop enthousiaste ou clairement Mhm. borné et têtu et c'est ça qui s'est passé. Et ça, en fait, je ne lui en veux pas parce que c'est aussi des erreurs comme ça qu'a fait Michael Eisner, et pourtant, on lui en veut pas autant. Michael Eisner, Euro Disney, c'était une aberration, c'était une connerie monumentale, hein, Mhm. 20 ans de conneries, qui a fini par fonctionner que ces très dernières années. Ensuite, tu as Michael Eisner aussi, grosse connerie, d'avoir voulu faire le Disney Hollywood Studio sous sa première version, puisqu'il a cru que c'était un parc Universal bis et qu'on pouvait faire ça chez Disney, mais ça fonctionnait pas comme ça, et donc il a fallu réimaginer le concept. Disney California Adventure aussi, grosse connerie. C'était bien lui aussi qui était derrière ça. Ouais. Et on lui en veut beaucoup moins. On lui en veut beaucoup moins. C'est comme aussi tous les grands classiques d'animation des années 2000, des classiques oubliés, mais qui trouvent leur public et qui ont une affection enfin, pour lesquels j'ai quand même aussi une affection toute particulière. Et les artistes qui étaient derrière ces œuvres, bah, c'était des grosses conneries parce que voilà, ça a floppé au cinéma, c'était n'importe quoi. Ouais. Hercule, quand c'est sorti, c'était n'importe quoi. Ça n'a Mhm. pas du tout marché. Les gens se foutaient du style de l'animation, les Grecs étaient foudrages parce qu'ils se disaient mais c'est quoi cette connerie complètement américaine, on se croirait à Las Vegas, on n'est pas du tout. Et finalement aujourd'hui c'est un classique culte dans le cœur de beaucoup de fans Disney et même d'enfants et de gens qui sont à l'extérieur de. Donc peut-être que les grosses conneries qu'a fait Bob Chapek vont peut-être un jour finalement porter leurs fruits. Aujourd'hui je pense quand même que c'était important que Disney Plus ait une plateforme de streaming, qu'elle investisse Mhm. massivement. Et je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée que Bob Iger désinvestisse à ce point-là la plateforme. Il a retiré encore hier 200 contenus de la Oui, j'ai plateforme, vu. Ouais. des contenus souvent un peu legacy en plus qui plaisent beaucoup aux fans Disney. Il désinvestit complètement la partie IT et market, donc du coup la plateforme est plus du tout en état de fonctionner normalement. Elle a beaucoup de bugs. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Je pense que
il vaudrait mieux continuer à investir fortement sur Disney+. Mais voilà. Mais par contre, le choix qu'a fait Bob Iger, et ça pour moi c'est un bon choix, et heureusement qu'il l'a fait, et on va en principe, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la Mm. fameuse année C'est qu'il ça. souhaite reproduire, le 2019, l'année de tous les records, il veut le reproduire probablement donc en 2025 ou Mm. 2026 au Exact. studio, au cinéma, avec voilà, des forts investissements dans les studios créatifs qui doivent ensuite inonder la plateforme de streaming et les parcs à thème. Donc ça veut dire des grandes licences, des grands films, C'est ça. des classiques Mm. On d'animation, va des en parler studios après. live, Mm. voilà. Et Exactement. ça c'est important qu'il ait fait ça. Alors, ce qui est dingue, c'est que l'inventaire des points positifs de la Walt Disney Company en janvier 2023, il est très simple. En 2 points importants, ben, on l'a évoqué tout à l'heure, la branche parc se porte bien. Voilà, grâce à l'augmentation, on l'a dit tout à l'heure, du panier moyen, et avec des choses comme Genie+, Disney Premier Access, etc. Et le truc fou, moi j'ai cru vivre sur une autre planète à l'époque, quand j'ai vu poindre sur les sites américains et francophones, c'est Disneyland Paris qui était à la tête de la bonne santé en fait de la branche parc, ce qui est un comble, ce qui est un comble C'est total. pas du tout bon signe. Ce qui Et est pas bon signe. pas bon signe, exactement. Voilà, c'est ça. Quand ce parc-là, qui représente je sais pas combien de pourcentage rikiki, du capital de l'entreprise est en tête, alors certes, il fait du cash, mais c'est pas bon signe. Le vaisseau amiral, c'est censé être bien sûr Walt Disney World. C'est ça. C'est censé être en deuxième Disneyland. Et après, c'est les parcs asiatiques et seulement ensuite Disneyland Paris. C'est bien que Disneyland Paris soit remonté dans ce classement, mais si Disneyland Paris est premier, c'est très 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 mauvais signe. C'est pas du tout bon signe. Et d'ailleurs, à cause de cette annonce, il y a eu les conflits sociaux à Disneyland Paris. Il y a Oui. eu les conflits sociaux parce que les gens comprenaient pas pourquoi le parc dégageait autant d'argent alors que les conditions de travail se dégradaient fortement sans augmentation de salaire et dans un contexte de forte inflation. Et donc depuis, Disneyland Paris n'est plus cité dans les rapports Oui, c'est vrai. financiers de la Walt Disney Company. Et on ne sait plus très bien quel est l'état financier du parc depuis quelques semestres maintenant. Tu as raison, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Mm. Alors, on va revenir à, justement, parce que ça nous brûle les lèvres depuis tout à l'heure, donc on va arriver à ce que Bob Iger, enfin toutes les annonces qu'il a mises en place et pour sauver l'entreprise, il a commis des erreurs, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure. Alors, déjà, on l'a évoqué, Bob Iger veut il se base sur sa fameuse année 2019. La fameuse année-là, il y a eu Le Roi Lion en live action avec Aladdin, il y a eu Frozen 2, il y a eu des Star Wars, il y a eu du Marvel, enfin c'était à profusion, tous des records, des Marvel qui dépassaient le milliard de... Enfin c'était un truc de fou. Ça c'est ce qu'il veut refaire. Donc comme tu l'as dit, 2025, 2026, en tous les cas, il va absolument terminer sur une note positive avant de partir définitivement. Ce qui est fou, c'est que notre ami Bob Chapek voulait geler à l'époque les embauches. Et ici, Bob Iger, pour sauver l'entreprise, une des premières choses qu'il a annoncé, c'est le licenciement de 7000 personnes. Bon, attention, ça essentiellement parmi les équipes de Disney+, puisque, Oui, et du non, marketing, alors, voilà, et des c'est ça. shops. En fait, c'est du marketing. Voilà. Donc les 3/4, c'est secteur market, principalement Disney+. Mais attention, toutes les filiales et tous les business étaient concernés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont sauté aussi en market dans les parcs à thème, qui ont sauté aussi dans toutes les filiales, enfin partout. Donc, alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais effectivement, le nerf de la guerre dans une entreprise de médias, ce n'est pas le market. Pour des entreprises comme la mode, comme la tech, le nerf de la guerre, ça peut être la promo, ça peut être le market, ça peut être la publicité. D'accord. Mais dans l'industrie créative, non. Pas forcément. La force de l'industrie créative, c'est la création, c'est-à-dire la capacité d'une œuvre à toucher le public. Et alors, ce qui fonctionne le mieux dans ces cas-là, c'est le bouche à oreille. Et donc, je pense qu'il a fait un choix qui est raisonnable. Il y avait beaucoup trop de gens chargés de communiquer sur des contenus de plus en plus cheap, de plus en plus mauvais, et des contenus de plus en plus mal financés. Puisqu'il faut savoir que quand tu crées un contenu sur Disney+, comme Peter Pan, je sais pas, tu es à 20-30 millions de budget de production, alors que pour un film au cinéma, tu es entre 100 jusqu'à 200-300 millions. Donc, Bob Iger dit, notre métier, c'est quoi? C'est créer du contenu. C'est pas de le promouvoir. Donc, moi, je remets l'argent dans la création. C'est très bien. C'est un investissement.
certes plus audacieux, parce que dans le market, en fait, tu es sûr d'avoir du résultat. La pub te permet toujours d'avoir du résultat, mais tu n'as pas de satisfaction derrière forcément, parce que si le contenu n'est pas bon, bah, les gens Ouais. sont pas, tu vois, sont pas emballés, ils vont pas retourner au cinéma. Donc du coup, il a fait le choix qui était le bon, selon moi, c'est cruel pour ces 7000 personnes, mais il a fait le choix de réinvestir dans la créativité, donc dans les studios historiques, et ça, c'est très bien. C'est très bien d'avoir fait ça. Mais ça a été une de ses premières déclarations, d'ailleurs, mais c'est bien que tu le dises parce que c'est dans mon fil conducteur. Donc, une des premières grosses déclarations. Bon, déjà, Bob Iger, il faut dire que c'est le roi de la communication. Ça, comparé à Chapek, il n'y a aucun souci. Je me souviens que lorsqu'on a entendu le fait de son retour, je me souviens de la fameuse lettre qu'on avait reçue en période de Noël. Tu l'as certainement reçue aussi, comme tous les fans Disney et comme tous les cast members, une lettre ouverte que Bob Iger avait fait à l'occasion de la Noël pour annoncer son retour, etc. Le roi de la communication. Et ce que tu viens de dire, en fait, va se résumer en une phrase qu'il avait déclarée en janvier 2023. Il veut donc restructurer l'entreprise pour, je cite, honorer et respecter la créativité. C'est exactement ce que tu viens de dire. Une de ses grandes décisions également, ça a été de restructurer la Walt Disney Company en 3 filiales. Avant, il y en avait 5, si je ne me trompe. Maintenant, il les a simplifiées. Donc, maintenant, il y a la partie entertainment, il y a la partie sport avec ESPN. ESPN, nous, on ne le voit pas trop passer par chez nous, mais en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est très, très important, cette partie-là. Et alors, la branche Disney Parks. Également, beaucoup de suites annoncées pour le cinéma. Ça, c'est un peu plus récent, c'était pas tout à fait en janvier, c'est il y a 3 ou 4 mois, avec les annonces en force de Frozen 3, Frozen 4. D'ailleurs, pour l'anecdote, Olivier, en fait, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il allait présenter des mauvais résultats. Et donc, pour compenser ce que fait Bob Iger à chaque fois qu'il présente des mauvais résultats, c'est qu'il essaye de compenser par des annonces spectaculaires. C'est ça. Parce qu'en fait, pourquoi il fait ça? C'est pour tirailler les investisseurs et les journalistes, les spécialistes en fait de l'économie. C'est pour les tirailler. C'est-à-dire, regardez, je vous présente des mauvais résultats, mon entreprise va bien, vous savez qu'elle va aller de plus en plus mal, mais j'ai Toy Story 5, j'ai Frozen 3. Mais alors, vous allez vraiment conseiller aux gens de vendre les actions alors que j'ai peut-être les plus grands films de l'histoire du cinéma qui arrivent bientôt dans mon line-up. Mais donc, tu trouves que c'est ça, honorer et respecter la créativité en faisant des suites? Mais bien, alors, ça, c'est une super bonne question. En fait, lui, moi, c'est là où je suis un peu embêté parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo qui traite de ce sujet, j'ai 90% de commentaires de gens qui me disent super, la créativité, Toy Story 5, machin. Mais sauf qu'en fait, lui, il faut pas oublier que quand il fait ce genre d'annonce, là, il les fait pas vraiment aux fans. Là, il les fait aux spécialistes de l'économie, aux journalistes, aux actionnaires, aux investisseurs, aux analystes financiers, ceux qui prédisent le marché. Et en fait, ces gens-là, c'est des ordinateurs. Genre, c'est pas des gens très portés ni sur la créativité, ni sur... voilà. Et donc, à ces gens-là, il vaut mieux leur dire Toy Story 5 plutôt que de leur dire le haricot magique. Oui, c'est vrai que vu comme ça, oui. Personne ne sait ce que c'est. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des créations originales. Ça veut simplement dire que dans son line-up, il va caler des grosses suites sur des grosses licences, mais qui permettent de financer derrière des nouvelles licences, des nouvelles histoires, qui deviendront sans doute aussi des nouvelles licences. Il ne faut pas se mentir, c'est forcément des histoires aussi qui, si elles fonctionnent, vont devenir des licences. Et donc voilà, ça permet de rassurer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de création originale. Ça ne veut pas dire ça. Mais écoute, c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que moi quand les annonces sont tombées, par exemple Frozen, je me suis dit oh non, pas Frozen 3, même 4, il parle même d'un 4, Toy Story 5 déjà. Oui, alors en fait Frozen 3 et 4, c'est parce que ce sera la même histoire. Oui, c'est ça, exactement. Tu fais bien de le préciser. De la saga, quoi. Toy Story 5, je me suis dit, moi déjà le 4 il était de trop, mais en même temps. Alors, Toy Story 5, c'est pas pour aller dans le sens de Bob Iger, mais tout ce qui est dit sur l'histoire de Toy Story 5 me plaît énormément. Oui, tu as raison. En fait, là, ça fait 2 épisodes et demi, enfin 1 épisode et demi que on est sur Bonnie, sur donc cette nouvelle famille. Alors, je suis désolé. C'est une erreur d'avoir fait ça, d'avoir complètement implémenté Bonnie dans l'univers de Toy Story, parce que Toy Story, voilà, c'était les enfants qui ont grandi avec Toy Story étaient particulièrement attachés à 2 choses, la conquête spatiale et Andy. Et Bonnie, c'est un univers plus jeune déjà, parce que c'est une enfant qui est plus jeune que Andy dès le départ. Et
plus enfantin, plus girly, hein, faut dire les choses c'est aussi, ça. même si évidemment les œuvres sont de moins en moins genrées. Mais du coup, ils ont perdu sans doute les jeunes garçons qui s'identifiaient beaucoup à Andy. Et ça, en fait, ils l'ont très bien compris. Et donc Toy Story 5 va revenir à Andy. Ah, on me dit Et oui. va revenir à Woody, va revenir à l'histoire avec Buzz, qui était très mise à l'écart dans Toy Story 4. Et en fait, je pense que pourquoi aussi Bob Iger a donné le feu vert pour un Toy Story 5, parce que l'histoire correspond plus à l'esprit de ce qu'était vraiment Toy Story avec John Lasseter, quoi. Ah oui, 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 tout à fait. Et tu vois, et paradoxalement, Zootopia 2 et Vice Versa 2 me titillent énormément. Ça, je suis en joie de revoir ça, tu vois. C'est contrairement à Frozen et Toy Story. Voilà. Après, je suis un... Alors, Zootopie, ça s'y prête énormément parce que Exact. Zootopie, c'est ni plus ni moins que qu'une comédie et qu'une enquête policière. Mhm. Donc, les enquêtes policières, tu peux tirer le fil de ça comme tu veux. Les séries policières sont particulièrement rodées dans ce genre-là. Et puis pour Vice Versa, si tu veux, là où je suis un peu embêté, c'est que c'est Pete Docter, encore. Oui. Moi, j'ai un vrai problème avec Pete Docter, que j'adore les œuvres de cet artiste. J'ai adoré Soul, j'ai adoré Vice Versa qui m'a énormément touché, Là-haut extraordinaire. Il a un catalogue qui est très très particulier, mais le problème, c'est que désormais, le catalogue de Pete Docter s'est complètement généralisé à l'ensemble de la filmographie Pixar. Et là, Pixar en fait beaucoup trop les frais. Et c'est beaucoup moins le cas du côté Disney Animation, où je trouve que Jennifer Lee laisse une expression plus grande à ses Oui, artistes. tout à fait, ouais. Le problème de Pete Docter, c'est que toutes ses œuvres se ressemblent beaucoup trop et qu'on a perdu la comédie, on a perdu l'aventure, on a perdu le rythme dans certains Pixar. Le sel de Et Pixar. là, là, pour moi, il est temps que Pete Docter quitte le studio. Et d'ailleurs, Bob Iger a avoué que le départ de John Lasseter avait porté préjudice au studio Pixar. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce que le départ de John Lasseter a porté préjudice? Et il a répondu oui, mais comme plein d'autres départs, mais particulièrement celui de John Lasseter. Sauf que quand tu regardes ce qui se passe chez Disney Animation et chez Pixar, tu te rends compte qu'il y a un studio chez Disney Animation qui rame, mais qui s'en sort mieux, et qui est quand même plus solide, avec une directrice artistique qui a, à mon avis, une vision plus claire de son public, un lien plus fort avec le public. Et de l'autre, il y a Pete Docter qui, je trouve, fait un peu l'apprenti sorcier. Sur des œuvres parfois un peu trop éloignées du public. Et quand il ne le fait pas, il tourne en rond. Et quand il le fait pas, il tourne en rond. Mais ouais, pour moi, il y a un vrai problème de leadership chez Pixar. Et même si c'est un des tout premiers qu'il a porté toute l'histoire du studio, pour moi, il manque le peps, il manque l'aventure, il manque l'humour de John Lasseter. Oui, tu as très très bonne analyse. Parmi les annonces choc, entre guillemets, il y a eu la mise en avant et exploitation de la licence Avatar dans les parcs, donc en commençant par le parc californien. C'est une très bonne idée. Oui, et je pense, parce que je pense que tu l'as évoqué dans une de tes vidéos, une des dernières vidéos, où on partirait certainement sur un vol, allez, comme... merde, je perds les mots. Voilà, oui, voilà. Mais en version plus light, peut-être, voilà. Moi, je pense pas qu'il y aura... Sans le décor. Sans le décor. Voilà. Moi, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils vont installer ce qu'on appelle un Flying Theater à Disney California Adventure, soit dans la salle qui existe déjà, donc dans la salle qui accueille Soarin actuellement, soit sur le Hollywood Boulevard de Disney California Adventure, où il y a des salles qui pourraient potentiellement l'accueillir. Moi, je suis très, 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 très favorable à l'intégration d'Avatar dans les parcs à thème. Parce que c'est des univers qui matchent super bien avec les contraintes des parcs à thème, parce que c'est une saga qui a tellement touché public, une histoire universelle simple à raconter aux gens. Il y a toute une thématique aussi sur la protection de l'environnement, l'harmonie avec la nature. Il y a des messages d'actualité qui passent par des messages extrêmement d'actualité. C'est une saga qui ne se démode pas, qui a fait ses preuves lors de son retour au cinéma. Là, ils vont pas tarder à changer de réalisateur, puisqu'en fait James Cameron restera producteur de la saga, mais va donner un peu la manette à d'autres réalisateurs. Une histoire qui est écrite à l'avance, contrairement à Star Wars, qui est particulièrement écrite à l'avance, et donc du coup un arc narratif qui est très clair, avec un James Cameron qui a toujours su faire des sagas, puisqu'il faut pas l'oublier, mais il est quand même le producteur de Alien, de la saga Alien.
Et donc moi, je serais Bob Iger, je ferais pareil. C'est-à-dire que j'aurais Mhm. déjà annoncé ma zone Avatar partout, dans tous les parcs Disney. Voilà. Particulièrement Walt Disney Studios. N'en déplaise aux fans de Star Wars dont tu fais partie, mais je verrais Mais plus un land tu sais d'Avatar, que le choix de mon cœur, c'est bien sûr Galaxy's Edge, bien mais le évidemment. choix de la raison, c'est évidemment Avatar. Voilà. Écoute, on va croiser les doigts. On l'a évoqué tout à l'heure, je le passe vite. Ça m'a fait rire parce que ça a été sa première annonce après la lettre qu'on avait reçue, sa petite lettre corporate et sa déclaration d'amour. C'était le retour des parkings gratuits dans les hôtels de Walt Disney World. Alors, là, Oui. t'as quelque chose à dire là-dessus ou... Non, mais c'est vrai que j'avais Oui. oublié que. Enfin, c'est toi qui m'as rappelé que les parkings étaient à un moment donné Ah payants oui. pour les résidents d'hôtels à Walt Disney World. Non, mais là, on marche sur la tête, quoi. Ah oui, oui. Donc Euh, en plus de ça, tu prenais une voiture de location et en plus de ça, pour pouvoir le laisser sur le... Enfin, en tout cas pour les touristes comme nous, si tu prenais une voiture, mais tu devais encore payer pour la laisser là de nuit, quoi. Juste pour avoir le Ouais. plaisir de temps Mais en tu temps vois, d'aller... je pense que Bob Chapek n'était pas méprisant du Non. public à ce point-là. C'est juste qu'il était complètement décorrélé. Il n'avait pas de lien avec le public. C'est pas une question de mépris, c'est plus une question de lien avec les gens. C'était un Et je pense financier. qu'il a pas voulu faire mal. Hum. Il a pas pensé faire mal. Il n'a pas pensé que ça gênerait les consommateurs. Il voit Je, pas les choses comme ça. je pense qu'il a géré tout ça sous le prisme d'un tableau Excel, tout simplement. Oui, Il fallait exactement. faire Oui, c'est rentrer ça. du cash. Voilà. Mm. Alors, maintenant, on va rentrer dans les annonces un petit peu plus importantes, enfin, les déclarations de notre ami Bob Iger. Euh, Ça m'avait fait un petit peu rire, mais en même temps, je comprenais le pourquoi. Donc, il avait déclaré également, ça c'était en mars, vouloir retravailler sur la qualité des films, quitte à produire moins et réduire les budgets. Moi, c'est juste la fin de la phrase qui me dérange. Produire moins, je comprends parfaitement, parce que on se souvient de l'excès de Alors oui, même mais sur alors, Disney+, est-ce les productions et les séries et Oui, mais alors, excuse-moi, mais alors là, par contre, c'est là où Bob Iger peut m'énerver, peut m'agacer. voilà, Parce qu'il est archi responsable de cette situation. Et exact. il sous-entend que c'est des choix qu'il aurait lui subis et que c'est C'est Bob ça. Chapek qui aurait instauré ça. C'est Bob Iger, et ça, c'est depuis toujours que Bob Iger a ce problème-là sur la fréquence de publication des œuvres. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'il comprenne que il faut laisser le temps aux artistes. Et parfois, il s'est un peu emballé. Et d'ailleurs, c'est pas un problème qui date d'hier, puisque quand il a racheté Pixar, dans le contrat d'acquisition, voulait absolument que Disney détende son rythme de publication de films Mhm. Pixar. Toy Story 2 s'est fait dans des conditions, mais que tu peux même pas imaginer, tellement ils étaient sous Oui, pression oui. et que c'était n'importe quoi. Ratatouille aussi, ils ont eu le même problème. Et à un moment donné, Pixar en a eu marre et a tapé du poing sur la table et a dit ce sera plus qu'une œuvre par an, ce qui est déjà énorme, ce Mhm. qui est déjà beaucoup trop. Pour des studios de cette envergure, c'est énorme. Et donc, du coup, il faut que Bob Iger arrête avec ça. Alors maintenant, il fait genre, il dit ah, et oui, bah, il faudrait qu'on arrête. Mais sauf que c'est lui qui a instauré ça. Mais Et même chez Marvel, ça porte préjudice. tu te souviens en 2019, à la fin, ça c'est parce qu'il était, il était dans l'euphorie, mais moi je me souviens de déclarations où il disait en 2019, bon, à partir de maintenant, chaque année, et d'ailleurs moi j'avais fait une petite publication à l'époque, j'avais demandé, je me posais la question si Disney devenait Call of Duty ou FIFA, parce qu'il avait déclaré que maintenant, tous les ans, une année à Noël c'était un film Avatar, l'année suivante c'était un film Star Wars, et ainsi de suite, et il devenait complètement fou dans ses déclarations. Donc je me dis, mais ça, il est en train de transformer ça Non, mais heureusement, en fast-food. heureusement, il a fait machine arrière. Mais Mais oui, par contre, heureusement. je ne supporte pas l'idée qu'il laisse croire que c'est Bob Chapek qui a décidé ça. Là, C'est c'est ça. 100% Bob Iger. Mhm. Ça ne concernait pas le scope de Bob Chapek. Et Bob Chapek a simplement hérité de cette stratégie sans jamais. Ce qu'a fait Bob Chapek, c'est que lui, il a imposé une cadence forte à Disney+, pour les productions de Disney+. Et Bob C'est Iger, ça. lui, a arrêté les productions Disney+. Voilà. Mais par contre, il a jamais instauré cette cadence de publication. C'est Bob Iger qui a toujours fait ça. Mhm. Ça a bien saoulé les fans Star Wars. Ça a bien énervé les fans Marvel au bout d'un moment aussi. Bon, à un moment donné, stop. C'est pas Mhm. grave que certaines années, il n'y ait pas de classique à Noël, qu'il n'y ait pas de Pixar. Si ça laisse aux équipes le temps de travailler, c'est mieux. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il a aussi des déclarations qui me gênent aussi dans le même sens que de ce que tu viens d'évoquer. C'est par exemple quand il a déclaré qu'il voulait repenser la distribution des films entre Disney+ et les sorties cinéma. C'est un petit peu faux cul, parce que
c'est pas pour défendre Bob Chapek, mais il faut pas oublier que les décisions qui ont été faites de sortir directement sur la plateforme aussi, ça a eu c'était dû justement à ce Covid. Donc partagé, Alors, on se souvient ouais. du film avec Paul. Scarlett Johansson qui a été reporté d'une année complète. On se souvient du film, enfin il y a plein de films qui ont été reportés Alors, d'un an complet. Et par contre, sur certaines productions comme Luca, comme Soul, comme voilà, tous ces films-là, par contre, on a eu, il les a sortis sur Disney+, mais c'était plaisant alors pour nous, se réveiller le sur, matin de Noël et avoir Soul sur la télévision, mais en même temps, En fait, sur ce sujet-là, je leur en veux moins parce mm, que j'ai observé ce qui s'est passé dans les autres studios et il y avait aucune stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte s'est imposé à eux oui, et en fait, quand un contexte aussi spécifique, sur un marché qui n'a jamais subi ça s'impose à eux, tu ne sais pas quoi faire. Tu es mm, un peu pris au dépourvu et donc tu peux pas faire ta vision en si peu de temps. Une vision, ça se construit sur plusieurs années après des années d'observation. Donc c'est des décisions qu'ils ont prises dans l'urgence des décisions du coup qui manquaient de vision et de stratégie. Ils ont fait plein de tests. Il y avait d'abord le premier Access, tu te souviens, où en gros tu oui, payais pour l'avoir et puis finalement elle tombait sur la plateforme quelques temps après. Il y a eu ensuite les sorties simultanées. On met le film gratos sur la plateforme, mais on le met aussi au cinéma. C'est beaucoup HBO qui a fait ça à l'époque de oui. Tenet, par exemple. Mais pour eux, c'était un pari gagnant. Ensuite, il y a eu un autre problème. Il y a eu l'embouteillage des œuvres. Il y avait un problème. Il y avait des dizaines d'œuvres produites, voire des centaines par studio, qui ne pouvaient pas sortir. Mais les productions recommençaient. Et donc, il y avait un bouchon qui faisait qu'il fallait à un moment donné sortir certaines œuvres. Et donc, ils ont fait un arbitrage entre celles qui allaient sortir au cinéma et celles qui seraient sacrifiées Mm. sur Disney+. Et puis, il y a aussi le modèle économique de la plateforme de streaming. Le modèle économique de la plateforme de streaming, c'est l'abonnement. Mais sauf qu'un abonnement, c'est beaucoup moins cher qu'une place de cinéma et surtout, Exact. c'est un prélèvement mensuel Mm. qui permet pas d'amortir le coût de production d'un film d'une envergure comme celle de Saul, par Et qui exemple. plus est, un Euh, abonnement peut bénéficier, par exemple, chez nous, on paye l'abonnement, mais il bénéficie à 4 personnes. C'est pas 4 entrées de cinéma. C'est ça. Et donc, du coup, et ça, plus leur chronologie des médias qui est très particulière, où le film se retrouve Mm. sur une plateforme moins de 6 mois après la sortie d'un film. Donc, du coup, je leur en veux pas du tout là-dessus. Clairement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait Mm. plusieurs tests. Donc, ils ont fait Soul gratuitement. Ensuite, ils ont fait Mulan payant. Après, finalement, ils ont décidé de tout repasser au cinéma, de sacrifier des petites prods pour les mettre sur Disney+. C'est vers la fin que pour moi, ils ont trouvé le bon rythme. Et je pense parfois qu'il valait mieux sacrifier certaines œuvres plutôt que de les mettre en salle. Parce que si c'était pour aller voir en salle Alerte Rouge, qui était complètement nul, non merci, mais on s'en serait passé. Donc, du coup, je pense qu'ils ont fait C'est toi aussi qui des l'as choix dit. de raison. Ouais, enfin moi, Alerte Rouge, je suis désolé, Je mais suis enfin je d'accord. dis ça, mais dans quelques jours, on va faire un réel avec Stéphane inspiré du film. Donc, bref, mais du coup, ouais, moi je trouve que là, je leur en veux moins parce que là, malheureusement, c'est du choix dans l'urgence. Mhm. Et en même temps, les autres studios autour ont pas fait beaucoup mieux. Donc, il y a que, comme d'habitude, un peu Warner qui a tiré son épingle du jeu, mais qui l'a payé très cher ensuite, beaucoup plus cher que Disney, qui a su protéger un peu mieux ses œuvres. Et puis bon, il y avait un problème aussi, c'est que ces œuvres aussi étaient nulles, hein. Globalement, là, on Oui. commençait à rentrer aussi dans la période des mauvaises, enfin des contenus un peu nuls de Mm. Disney, quoi. Alors, il y a eu aussi des déclarations au niveau des séries Marvel et Star Wars, diminution du nombre de séries dans ces deux licences-là. Moi, je dis alléluia parce que moi, je suis un Oui. énorme fan de Marvel. Je vais te dire que j'ai pas encore eu le temps de regarder Echo. Ouais. En Star Wars, je n'ai pas encore regardé Andor. Ah, mais c'est Euh, marrant que tu parles d'Andor parce que c'est ce que je regarde en ce moment. Donc moi, ah ben pareil, voilà. j'ai du retard sur Andor alors que je suis un immense fan Star Wars. Voilà. Mais Et d'ailleurs, Andor est génial, mais faut que vous allez le voir pour ceux qui l'ont pas vu. oui, Mais oui. c'est en fait, là-dessus, c'est j'ai un sentiment partagé. Sur Mm. Lucasfilm et Star Wars, oui, il faut absolument desserrer le rythme de production. À l'époque, Star Wars et le succès de Star Wars était aussi basé sur ces années d'écart entre les sorties de films. Ouais, Euh, c'est pas pour rien que ça a marqué des générations, c'est tout parce à que fait. en fait, tu grandissais avec les œuvres comme avec Harry Potter. Euh, mais par contre, Marvel, c'est pas pareil. Marvel, dès le départ, et y compris même quand ça appartenait pas à Disney, il y avait quand même un rythme de sortie de film qui était plus fort. Pour moi, le rythme sur l'univers Marvel peut être un peu plus soutenu. Mm. Alors pas au rythme, au point auquel ils sont arrivés qui était ridicule. Euh, mais par contre, ce qui me fatigue avec les films de super-héros et avec Marvel de manière générale, c'est que c'est cheap.
Tu le vois tout de suite dans les Mm. effets spéciaux, dans le choix She-Hulk. des musiques, dans le choix des plans, c'est de plus en plus cheap. Mm. Ce qu'il faut surtout, c'est réinvestir pour créer des œuvres spectaculaires qui marquent le C'est ça. public avec des bons effets spéciaux. C'est pas normal que les effets spéciaux de Marvel soient plus nuls que les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes qui ont déjà plus de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, Il tu y as a, raison. il y a un Ouais. souci. Et en ça, je trouve que Lucasfilm a quand même gardé un certain standing, parce que ce soit en film ou en série, il y a quand même un peu plus de niveau, je trouve. Andor, la photographie est magnifique, les scènes de combat aussi entre Obi-Wan et Dark Vador étaient géniales. T'as encore quelques trucs visuellement qui sont assez marquants, alors Mhm. que Marvel, c'est la catastrophe visuellement, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Et en plus de ça, cette sensation, alors qu'encore une fois, je précise pour les personnes qui écoutent, je suis un énorme fan de Marvel. Euh, moi, j'ai cette impression qu'il y a des choses qu'on aurait pu se passer, tu vois. She-Hulk, les courts-métrages animés avec Groot. Enfin, il y a des choses que je ne comprends pas dans quel sens. Et à côté de ça, il y a des choses qui sont plaisantes et qui sont diversifiantes, comme le Noël des Gardiens de la Galaxie, par exemple, qui n'amène rien du tout à l'histoire du MCU, Alors, mais par oui, contre, qui mais est... alors, je conseillerais quand même les gens d'aller voir cette sorte de spin-off, hein, de moyen métrage, parce qu'en fait, il a été tourné pendant le film. Ah oui, mais je suis d'accord Il avec est- toi, moi je l'apprécie, hein. Ça je trouve pas inutile, hein. Il est très très bien. et donc du coup, pour une fois, un contenu Hmm. Marvel produit sur une plateforme de streaming, mais avec James Gunn aux manettes, En manette, oui. et en fait, une superbe photographie, Tout une à fait. superbe image. Mm. Oui, oui, c'est ça. Moi, je le place dans les choses utiles, même s'ils apportent pas quelque chose d'important dans la chronologie Marvel, mais ça, c'est utile, tu vois. Par contre, des She-Hulk qu'on aurait pu se passer, comme je disais, l'animé avec Groot. Il y a des choses très ciblées, très fines, mais je pense qu'ils parlent vraiment qu'aux fans comme moi, comme je pense au What If, tu vois, par exemple. Ça n'amène pas aussi une réelle avancée dans l'histoire du MCU, mais par contre, ça te permet de te poser des questions, d'où la question what if, hein. Mais ça c'est très utile, mais on arrive à un stade où, enfin moi je suis gavé, tu vois, ça sort de tous les côtés, et en plus de ça, ce qui était assez bizarre, c'est qu'on l'a ressenti aussi bien dans les films au cinéma que dans les séries. Il y a des séries que je trouve complètement inutiles dans le MCU, et ça fait partie des chiffres que j'ai notés pour la suite. À côté de ça, les films aussi, on commence à arriver, les films Marvel, on commence à arriver à une saturation même dans les salles. On pense aux Gardiens de la Galaxie, qui eux, bon, c'est la moins... C'est la moins pire, c'est bizarre comme mot, mais c'est la moins pire catastrophe de ce qui est sorti dans les 2 dernières années. 845 millions de dollars, alors que ça fait 3-4 ans qu'ils dépassent à chaque fois presque le milliard quasiment pour toutes les licences. Ouais, mais Pire, Mais sauf que, Ant-Man. sauf que c'est pas ce qu'ils espéraient quand même. Oui, oui, C'est-à-dire que voilà. quand tu regardes le classement, c'est pas ce qu'ils voulaient. Mm. C'est pas ce qu'ils voulaient. Ant-Man et la Guêpe, 475 millions de dollars, 475. Euh, on revient au Disney, par exemple, La Petite Sirène. Bon, après, il y a eu toutes ces polémiques, et on va pas revenir dessus, les polémiques ridicules, mais La Petite Sirène ne fait que, entre guillemets, 565 millions. L'échec d'Indiana Jones, parce que Indiana Jones, moi, ça m'a fortement plu, le 5e épisode, mais 370 millions de dollars, quoi. Le Manoir Hanté, alors là, le Manoir Hanté, on est à du 75-75 millions de dollars. Bon, j'ai pas fait de mise à jour depuis 2-3 semaines, mais voilà, on va dire qu'on est à 80 millions de dollars de rentrée. Et une diffusion sur Disney+, enfin je sais pas en France, mais nous en Belgique, un mois après, on l'avait sur Disney+. Non, en France, malheureusement, la loi fait qu'on Oui. l'aura pas. Bon, ça s'est un petit peu raccourci maintenant, mais c'est pas encore... Ouais, ça s'est ouais. raccourci, c'est quand même plus agréable. Les plateformes ont beaucoup plus d'intérêt maintenant. C'est marrant, les plateformes sont moins consommées maintenant, mais elles ont plus d'intérêt pour le public maintenant que la chronologie des médias s'est raccourcie. Ça se voit tout de suite. Il y a beaucoup de choses récemment sorties qui sont partout sur les plateformes de streaming, et ça, c'est pas pour me déplaire, parce que parfois chez nous, c'était un peu excessif cette chronologie des médias, et elle protégeait plus personne. En fait, elle frustrait juste le public au bout d'un moment. Par contre, oui, une année au box-office catastrophique. Et je me souviens qu'on m'a reproché, parce que tout le monde sait que je suis un immense fan de Phantom Manor et d'Haunted Mansion, que c'est mes attractions préférées. On m'a reproché de ne pas être allé voir le Manoir Hanté. On m'a reproché de ne pas être allé voir Indiana Jones. Mais je suis fan Disney, mais quand je paye une place de cinéma, est-ce que vous croyez vraiment que j'irai aller mettre quasiment une vingtaine d'euros pour aller voir des daubes au cinéma? Mais non, c'est pas parce que je suis fan que je suis complètement aveugle. Et à l'époque, il y avait Barbie, il y avait Oppenheimer,
il y avait des super bons films chez les autres studios et moi, en fait, j'aime aussi me faire flatter par les autres studios. J'ai un côté un peu opportuniste Mmh. qui fait que j'ai fait un choix pendant cet été-là et que je me suis éclaté au cinéma avec mes potes et avec ma famille quand on est allé revoir Oppenheimer, Barbie. Même Barbie, on peut dire que Barbie n'est pas un très grand film, on va pas se Non, non, mentir, oui, c'est oui, un bien film sûr. extraordinaire. Mais en fait, Il fait le d'un job. point de vue d'un point de vue créatif, d'un point de vue musical, Mmh. il y avait une vibe, tu vois, il y avait une sorte d'air du temps, de Mmh. mode qui était vraiment fun, tout le monde en rose dans la salle. Il y avait quelque chose qui se passait d'un point de vue créatif, Tout à fait. humoristique, un peu comme il y a eu aussi au moment de la sortie du film Super Mario Movie chez Universal et Illumination. Mmh. Et en fait, à un moment donné, t'en peux plus de rentrer dans une salle et que tu sais que le film que tu vas voir, il est bof. Et tu ressors et tu dis, ah, il était pas mal, mais bof, quoi. Mais en fait, Et c'est finalement, pire que ça. C'est pire que ça, et Alex, parce que et là, je vais parler en tant que fan. Indiana Jones, c'est une de mes licences de cœur. Indiana Jones, voilà. En fait, quand je suis sorti de la salle, sur le moment, je me dis, oh, bah, chouette, on a passé 2 bonnes heures, c'est chouette. Puis je suis rentré, j'ai eu le deuxième effet qui se coule, j'ai dormi dessus, et je me dis, mais non, en fait, j'ai simplement passé un bon moment parce que ils ont touché des points sensibles du fan que je suis. Mais sur le film, quelqu'un qui n'est pas spécialement fan et qui va voir un Indiana Jones maintenant, il se demande pourquoi il a été foutu 20 balles dans là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est par clair. contre, j'ai passé un bon moment parce qu'ils ont touché les cordes sensibles, ils ont fait revenir des acteurs emblématiques, ils ont fait une scène finale qui m'a fortement touché parce que la scène finale, je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais la scène finale pour quelqu'un qui a grandi avec Indiana Jones, parce que je suis né en 75, je commence à me faire vieux et j'avais été voir le premier Indiana Jones en 81, donc au cinéma avec mon papa, donc moi j'ai grandi avec Indiana Jones, donc ils ont su toucher les choses qui m'ont fait tirer une larme à la fin du film. Et en plus de ça, quand tu es très très fan d'Harrison Ford et que tu regardes le générique de fin et tu te dis c'est la dernière fois que je vais voir Harrison Ford dans le costume de Indiana Jones, forcément ça m'a touché. Manoir hanté, même chose. En fait, j'ai passé un bon moment. Pourquoi ? Parce que j'ai été plus axé et j'étais plus obsédé par regarder tous les clins d'œil qu'il y avait par rapport au Manoir hanté, au Haunted Mansion et tout ça des différents parcs qu'autre chose. Mais sinon, c'est vide. C'est vraiment pas terrible. Et je me mets à la place des gens qui ont été là-bas, qui sont pas fans et qui ont été juste pour passer un bon moment. C'est catastrophe, catastrophe. Ouais. Et donc du coup, j'ai fini par regarder à peu près tous ces contenus, il me manque que le manoir hanté, mais je ne regrette pas pour les instants magiques que j'ai Mm. passés devant Oppenheimer. C'était magique, c'était du cinéma, c'était le rêve, c'était Mm. mais c'est bizarre, on se dit qu'on va voir un biopic, et finalement on ressort de là, on a vu quasiment une œuvre de science-fiction avec des musiques Mm. extraordinaires. C'est comme à l'époque de la sortie de Top Gun, la claque qu'on prenait au Oui, cinéma, c'était un spectacle, quoi. Donc voilà, je regrette ça, je regrette que Disney ait perdu cette envie de faire rêver les gens, de les épater, de les sortir de leur quotidien, et qu'en fait on soit assis sur un fauteuil pour compter le nombre de références inclusives, pour compter le nombre de polémiques qu'il va y avoir ensuite à c'est cause de ça. ces références inclusives. Enfin, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Enfin, t'as plus l'impression de regarder un film, t'as l'impression de regarder les Sims, que le trois quarts du film sera critiqué de toute Mm. façon par la presse, et que tu retrouveras tout le synopsis critiqué par tout le monde, puisque Disney est surexposé aux polémiques, et parfois tu as raison, des polémiques excessives, mais ça aussi, ça lasse le public au bout d'un moment. C'est Quand ça. tu vas voir un film et que tu sais qu'il est déjà, que c'est une ambulance le truc, parce qu'il est torpillé de critiques Mm. négatives, parce qu'il est politisé, euh, voilà, Et d'ailleurs, Bob Iger a fini par faire un gros revirement idéologique là-dessus, Mm. alors que Ouais, c'est lui qui a instauré cette histoire de l'inclusion c'est dans ça. tous les contenus Disney, et il le paye très, 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 très cher. Et aujourd'hui, il fait genre que c'est les artistes qui ont décidé et que c'est pas lui, mais c'est bien lui qui a instauré ça. Mm. Et encore une fois, là, je ne le soutiens pas là-dessus, parce qu'il a une façon de se défausser pour rassurer les actionnaires et le public et les cast members, mais il n'assume pas ses choix. Il a une façon parfois de se défausser. La seule chose qu'il a assumée comme erreur, c'était celle d'avoir viré John Lasseter. C'est la seule chose qu'il a Mm. reconnue de vive voix, en disant oui, ça a sans doute affecté le studio de l'avoir viré. Par contre, il n'a jamais reconnu que cette histoire de l'inclusion dans les Disney, c'était lui, à 200%, c'est lui. D'ailleurs, il se vantait dans une interview récente de la création de Black Panther, qui est un super film, C'est ça. mais il faut assumer ses choix, et parfois il n'assume pas certains choix. Et il fait porter le chapeau un peu à certaines personnes alors qu'il en était clairement
un précurseur, quoi, Mmh. enfin un initiateur, quoi. Mais le problème de ce qu'il avait initié là avec l'inclusion, en fait, voilà, moi c'est un sujet qui me touche fortement et on va éviter d'aller trop dedans parce que c'est sujet à polémique et j'ai pas envie d'avoir des critiques dans les commentaires pour mon première émission. Mais le problème c'est que en tant que personne que ça intéresse ce sujet-là et qui est touché par ce sujet-là, le problème c'est que si ça apporte quelque chose à l'histoire et si l'histoire a besoin qu'il y ait de l'inclusion, c'est une chose. Le problème, c'est qu'on était sur des cases à cocher. Et ça, C'est ça, c'est lui qui l'a amené. et surtout, en fait, tu peux cocher autant de cases que tu veux, tu peux faire de l'inclusion, pareil, tu vois? Je veux pas non plus trop polémiquer là-dessus parce que je me suis vraiment bien étendu sur le sujet une fois et Oui. après, tu vois, je voulais pas le refaire. Mais il y a quelque chose qui a été mal compris sur ma vidéo. Il y a quelqu'un qui a dit: «Ah oui, donc il faut vraiment que, pour qu'il y ait de l'inclusion, il faut que ça fasse partie de l'histoire et donc il faut forcément que la minorité se fasse opprimer». Et non, c'est pas ça. C'est que en fait, quand l'histoire est pas ouf et qu'à un moment donné dans l'histoire, le film s'arrête pour nous dire que tel ou tel personnage fait telle partie de telle ou telle minorité, Mhm. parce qu'il faut le dire, parfois il faut le formuler, Oui, sinon tu as tu peux pas raison. le deviner, hein, parfois c'est pas visible, et qu'en plus l'histoire à côté est pas ouf, et que ce qui vient de se passer et qui a arrêté le film n'a pas de conséquences sur l'histoire, C'est ça. mais tu regardes les Sims en fait, tu regardes plus Mhm. un film, tu Non, tu regardes as un raison. étalage de personnes avec des Mhm. personnalités pas développées. Bah non, écrivez des belles histoires et après on en reparlera. C'est ça. Franchement, où sont les belles histoires? Luca aurait pu être une belle histoire Mhm. comme ça, mais tu sens que le film a été traficoté pour pas que ça colle. Tout Et à fait. puis, il faut bien vendre tous ces films sur des marchés internationaux et pour ça, en fait, il faut faire des scènes amovibles. Mhm. C'est-à-dire pouvoir retirer ces scènes facilement de l'histoire sans que ça ait de conséquences. Et ça, c'est terrible aussi, c'est d'une grande hypocrisie de la part du studio, je trouve. J'ai rien d'autre à rajouter. Exactement. Alors, dans ces grandes déclarations, exactement, ça c'est un petit peu plus récent. Et rien que pour ça, je suis impatient d'arriver à la prochaine D23, par exemple. Sa grande déclaration, et ça c'était aux côtés de mon deuxième dieu, on va dire, à la Walt Disney Company, c'est Josh D'Amaro. D'ailleurs, on va l'évoquer tout à l'heure avant la fin de l'émission. Où ils ont déclaré communément, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, mais à son retour, Bob Iger a fait une grande tournée de tous les parcs Disney en compagnie de Josh D'Amaro. On se souvient de l'avoir vu à la parade des 30 ans à Disneyland Paris. Enfin, on l'a vu partout. On l'a vu dans tous les parcs Disney. Évidemment, reconnexion avec les différentes équipes, communication, enfin voilà, pour toutes ces raisons-là. Mais à l'époque, enfin il y a quelques mois, il a déclaré qu'il voulait une augmentation de la capacité des parcs en passant par l'ajout de nouvelles extensions. Alléluia, il est peut-être temps, c'est ce qu'on attend. Avec par exemple, j'ai pas tout noté, mais le fameux land Vaiana et Zootopia pour Disney Animal Kingdom. Attention, qu'il n'y a encore rien d'officiel. Hein. C'est des dessins préparatoires, c'est Euh, des annonces, c'est oui, des sauf évocations. que, ouais, je me permets de te couper, Vas-y, Olivier, vas-y, vas-y. sur Disney Animal Kingdom, le concept créatif a un petit peu changé. Mhm. Donc en fait, ils ont retiré Vaiana, C'est ça. si je dis pas de bêtises. Oui, À la place, ils ont mis Encanto et Indiana Jones Adventure, et Zootopia finalement ne sera pas une attraction, mais sera le spectacle en remplacement de It's Tough to Be a Bug. c'est ça. Ben écoute, c'était la seconde phrase. J'en venais donc. Pardon, Non, non, désolé, non, mais, pardon. non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ben voilà, comme ça, je ne dois pas l'évoquer. Et alors également, par exemple, il parle aussi d'un land méchant Disney à Magic Kingdom. Il y a aussi tout le projet. Tout à l'heure, en début d'émission, tu l'as évoqué, avec le fait que le parc en Californie a du mal à. Maintenant, ils vont avoir du mal de plus en plus à pouvoir s'agrandir. Mais par exemple, il y a le projet Forward, Disneyland Forward en Californie. Enfin voilà, bon, ça on savait déjà, ça avait déjà été initié avant même, il y a déjà 2-3 ans qu'on en parle. Voilà, mais ce sont toutes des choses qui font que, enfin, il y a des choses qui vont certainement bouger. Moi, ce qui me dérange, c'est que on est sur de l'étalage et qu'il n'y a rien de concret. Moi, personnellement, ça me dérange fortement et c'est du Disney. Hein. Ça, c'est du Disney. Bon, maintenant, je pense qu'ils vont devoir passer un petit peu au concret avec ce qui est en train d'arriver à quelques miles de là avec Epic Universe, dont je précise aussi que tu as fait une magnifique vidéo dessus. Et alors, il y a eu cette fameuse annonce où on attend aussi des annonces et de voir un petit peu comment le gâteau va être partagé parmi toutes les destinations Disney. Les fameux 60 milliards de dollars qui sont prévus pour les 10 prochaines années d'investissement pour les destinations Disney, y compris la Disney Cruise Line. Donc, bon, le gâteau peut être rapidement entamé et partagé en sachant qu'un bateau, c'est déjà 1 ou 2 milliards qui va s'envoler, etc., etc. Mais
voilà, on n'a pas encore de news à ce niveau-là. Je pense qu'on va en savoir plus dans les prochains mois avec, encore une fois, ce que je viens de dire, avec l'annonce d'Epic Universe pour la Floride. Et donc là, ça a bougé un petit peu au niveau des parcs. Et alors, où il a fait un énorme faux pas et où sa cote de popularité a redescendu, ça a été quand Bob Iger, lors d'une interview sur une chaîne américaine, a fait des déclarations complètement stupides pour moi sur tout ce qui était sur les grèves des scénaristes et tout ça. Exactement. Et pour Ouais. tourner au final sa veste, puisque quelques semaines plus tard, à grand renfort de communication, il souhaitait ouvrir le dialogue, essayer de trouver des solutions, etc. Parce qu'il avait vu qu'il avait dépassé les bornes. Mais en tout cas, le message qu'il a fait passer là, je pense que ça va le suivre jusqu'à la fin de son mandat et jusqu'à sa véritable pension. Parce que là, ça a été une erreur, mais totale de communication. Bah, grosse faute effectivement de communication, étonnant de la part de Bob Iger, qui a toujours cherché le soutien de ses artistes. Ces artistes ne le soutiennent plus du tout en interne, parce que bon, la plupart des artistes étant des Californiens un peu cosmopolites de la côte ouest américaine, C'est ça. forcément très portés sur les thématiques d'inclusion. Là, il a perdu le soutien des artistes. Je pense qu'en fait, Bob Iger, là, il est dans une position qui est simple. C'est qu'il se dit, bon, j'ai le soutien encore un peu des fans, j'ai plus le soutien des actionnaires, j'ai plus le soutien de grand monde, même en interne, au sein même de la Walt Disney Company, donc comment faire? Et je pense que il est dans une croisade un peu personnelle désormais, qui consiste simplement à remonter la boîte. Et en fait, c'est un mélange. Je sais pas, c'est une sorte. Là, c'est vrai qu'on s'approche de la fin de notre conversation, là, je le ressens. Exactement. Et en fait, c'est un peu la désillusion. C'est la désillusion pour tout le monde. Pour les artistes qui ont l'impression d'avoir été trahis par quelqu'un qui leur donnait l'impression d'être considérés, par les cast members, par le public, par les fans aussi, parce que les fans se rendent bien compte que les nouveautés promises n'arrivent pas aussi vite. Et en fait, je pense que Bob Iger, là, si je vais au plus profond de lui, je pense que ce qu'il veut vraiment, c'est de sauver la boîte. C'est ça qu'il veut. Il veut sauver la boîte, et il le fait aussi parce que lui-même est un fan de l'entreprise et qu'il adore cette entreprise et qu'il adore axer son discours sur les fans. C'est la grande particularité de Bob Iger. Oui, Et donc, en gros, au moment où il va remettre les clés, il veut que la boîte soit stable. c'est ça. Ouais. Il veut dire, bah voilà, pendant des années, j'ai eu le bon rôle, j'ai joué le bon rôle, parce que tout le monde aimait ça et que tout le monde était heureux. Aujourd'hui, tout le monde est malheureux, et je vais prendre la casquette du mauvais rôle, mais pour sauver la boîte. Et on verra ce que l'histoire dira. Voilà. Oui. Mais par contre, on m'enlèvera pas de la tête quelque chose, c'est que Bob Iger, pour moi, n'a jamais eu l'intention de partir de la Walt Disney Company. D'accord. Il a très mal préparé sa succession. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'entoure extrêmement bien et qui a un relationnel particulièrement facilitant. Et je pense qu'il a tout fait, je dis bien tout fait, pour torpiller la présidence de Bob Chapek. Et c'est pas parce que Bob Chapek était nul qu'on doit pour autant cautionner les déclarations que Bob Iger a fait après son départ, qui normalement ne sont pas des déclarations légales, puisque lorsqu'on quitte une entreprise, on est soumis à un devoir de confidentialité que Michael Eisner a tenu pendant des années, alors que lui, il en a avalé des couleurs pendant des années. Et en fait, je pense que Bob Iger a torpillé la présidence de Bob Chapek, notamment sur l'histoire de Scarlett Johansson, sur l'histoire des prix. Mais d'ailleurs, Bob Iger s'était permis à l'époque de faire même des publications sur Twitter. Je me souviens d'une publication à propos de Scarlett Johansson où il disait, sans nommer Bob Chapek, qu'on ne devait pas traiter les... Exactement. Et ça, c'est une honte aussi, parce que même si Bob Chapek a eu un comportement adapté, c'est une honte de faire ça aussi, parce que s'il aimait vraiment l'entreprise, est-ce qu'il aurait vraiment fait ça? Et donc, il est probablement dans une croisade personnelle, et il a probablement organisé son retour. Et ça, pour moi, voilà, il a un peu les traits, tu sais, du politique un peu véreux, qui fait tout pour que l'image lui soit favorable. Et maintenant qu'il se rend compte que le public et l'opinion n'est plus forcément avec lui, eh bien, je pense qu'il mène une sorte de croisade personnelle de, vous savez quoi? Personne ne peut me blairer, personne ne peut plus me blairer, mais moi, je prends les décisions difficiles et je vais sauver la boîte. Et on verra ce que l'histoire dira. Donc, voilà, il y a un peu d'ambivalence dans tout ça, mais mon opinion est la suivante, c'est que désormais, il est temps que Bob Iger quitte l'entreprise. Voilà, je pense que c'est fini, il faut qu'il s'en aille.
Il faut qu'il quitte vraiment l'entreprise, même s'il n'a pas vraiment envie de le faire. Il faut qu'en 2026, il parte et que l'entreprise soit gérée par quelqu'un d'autre désormais. Parce que là, la course aux égaux, les aventures personnelles dans ce genre d'entreprise ont parfois leurs limites. Et là, je trouve qu'on atteint les limites de ça. Voilà. Mais écoute, c'est parfait, parce que tu m'as fait la conclusion qui devait arriver d'ici quelques minutes. La conclusion est déjà faite, mais je vais revenir juste sur 2 points. J'ai 2 questions à te poser. À ton avis, pour toi, le successeur de Bob Iger? Alors pendant des années, il a été question non, alors pendant ces derniers mois, il a été question de Josh D'Amaro, mais apparemment Josh D'Amaro n'est plus pressenti pour diriger la Walt Disney Oui, de Company. plus en plus, oui. Je sais plus pour qui en fait, c'est celui qui était pressenti avant Bob Chapek qui revient, me semble-t-il, en tête de liste, dont j'ai oublié le nom. C'était quelqu'un qui était au marketing ou au studio, je sais plus. Bon, moi, j'ai le pressentiment que Apple j'ai le pressentiment que Disney, que Bob Iger prépare aussi la vente de Disney. Tu crois? Voilà. Oui. Ouais, les grandes entreprises de divertissement se font racheter par des géants de la tech. Et en ce moment, les géants de l'industrie américaine, c'est les géants de la tech. Et c'est plus les géants des médias. Donc, en fait, les médias deviennent plus petits que les géants de la tech. Tu crois que ça va finir Donc, sous la coupe de Apple? Parce que bon, c'est quelque chose qui c'est revient probable. depuis 10 Il y ans. a, il y a que eux qui peuvent. En fait, il faudrait d'abord que l'entreprise soit restructurée. Donc, c'est un peu l'esprit de ce qu'il a fait au moment de son retour. Mais il faudrait pour ça se séparer d'une partie de l'activité. Et donc, c'est la télévision qui pourrait être vendue. C'est un peu ce qu'a fait Rupert Murdoch quand il a vendu Century Fox. Il a divisé l'activité pour que ce soit achetable. Et en fait, je pense que c'est un peu ce qu'il prépare pour aussi dire après moi, plus rien, quoi. En gros, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, il manque cette brique divertissement à Apple. Apple qui est un partenaire historique du studio Disney et Bob Iger qui, du vivant de Steve Jobs, aurait bien voulu organiser déjà le rachat de Disney à l'époque où c'était encore possible d'un point de vue capitalisation. Donc du coup, voilà, il y a ça aussi, je pense, qui se prépare. Et voilà, en gros. Alors, dernière question. Donc, il y a les 60 milliards d'investissements. Enfin, c'est 2 questions dans une, en fait. À ton avis, bon, c'est très très vague, c'est vraiment des supputations et personne actuellement, à part peut-être 10 personnes à la tête de la Walt Disney Company, savent plus ou moins, mais à ton avis, le gâteau sera partagé comment? Et alors, la deuxième question sous-jacente à celle-ci, c'est est-ce que tu penses que un 7e parc Disney est envisageable pour toi? Et si oui, où verrais-tu justement ce 7e parc le plus plausible? Où le verrais-tu sur la planète? Alors là, alors, je vais répondre à la première question d'abord, donc sur la part du gâteau par rapport à ces investissements. Je vais d'ailleurs bientôt en parler sur ma chaîne. En fait, c'est bien sûr Walt Disney World qui va fortement bénéficier de cet investissement. Disneyland Paris aura des miettes, mais comme c'est des milliards, c'est loin d'être des miettes. Pour nous, fans de parcs d'attractions en Europe, c'est sans doute des très très grosses nouveautés aussi qui arrivent à Disneyland Paris et qui seront probablement annoncées lors de la D23 Expo. Il y aura aussi sans doute beaucoup de cruise line parce que c'est quand même ça qui marche très bien aussi ça chez cartonne. Disneyland. Et alors après, pour l'ouverture d'un nouveau parc Disney, là, dans un temps assez court, je n'y crois pas du tout, parce que c'est pas du tout là-dessus. Enfin, le rêve de Bob Iger, c'était d'ouvrir en Chine et il l'a fait. Et aujourd'hui, les activités en Chine sont pas extraordinaires, donc il faut d'abord pérenniser ce business-là. Et sinon, il reste plus tellement de marchés sur lesquels s'ouvrir. L'Amérique du Sud. Il reste l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud qui n'est pas encore préemptée par les grands studios américains parce que le marché n'est pas encore adapté au secteur du loisir. Mais moi, je pense beaucoup à l'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'avait marqué énormément de Brésiliens, par exemple, à Walt Disney World. Oui, bien sûr. Mais sauf que sur place, le marché n'est pas encore adapté à ce genre d'infrastructure. Le secteur du loisir n'est pas encore autant développé dans ces pays-là. Par contre, je pense que pour moi, il y a un intérêt aussi à ouvrir une destination dans des pays comme les pays du Golfe, donc les Émirats Arabes Unis. En fait, il y a plein de resorts qui ouvrent, qui sont des resorts qui sont détenus par les États et qui sont super bien financés par les États. Et en fait, Disney va juste toucher le prix de la licence, en fait, de la franchise, un peu comme à Oriental Land Company au Japon.
Donc il y a aussi pour moi ce secteur qu'il faut absolument préempter parce que peu importe si c'est rentable ou pas, ça te rapporte toujours de l'argent. Donc pourquoi ne pas le faire? D'accord. Parce que je pense qu'ils ont peur aussi de dévaloriser la marque en faisant ça. Et puis, en fait, moi, je crois vachement au business model de Universal. Ça fait Mhm. des années qu'à chaque fois que Disney s'implante, c'est pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire des parcs beaucoup trop grands dans des marchés où c'est pas du tout adapté au secteur du loisir. Shanghai, c'était pareil, un truc beaucoup trop grand dès le départ et trop gros dès le départ. Et donc, du coup, Universal a compris qu'en s'implantant en dehors du marché américain, il fallait penser autrement. Et donc, Universal, en fait, vend des expériences un peu plus adaptées au marché. Donc, c'est leur projet de resort, par exemple, au Texas. C'est le Universal Great Britain, qui va être un petit Universal en Angleterre. C'est les Horror Nights à Las Vegas. Il faut que Disney songe à des expériences comme ça. Ça a fonctionné quand ils avaient fait Aulani, par exemple. Mhm. Ça avait fonctionné. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt aussi à réfléchir à copier un peu ce modèle-là d'expansion. Voilà. Ok, mais écoute Alex, merci beaucoup d'être venu me tenir compagnie pour cet épisode et pour cette première. En fait, c'est le deuxième épisode, mais c'est le vrai premier épisode. Avant de nous quitter, tu peux rappeler un petit peu où on peut te retrouver dans la Disney Sphere? Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, je fais surtout du contenu sur YouTube, donc Lextopia. Et puis après, j'alimente d'autres canaux comme Instagram et Threads, par exemple, pour parler de l'actualité Disney. Et donc, voilà, surtout Disney sur ma chaîne YouTube, mais sur Instagram, je vais un peu plus de. Enfin, voilà, il y a plus de partenariats avec d'autres parcs à thème. Voilà. Ok, ben merci beaucoup parrain Alex. Ah bah, avec grand plaisir, Olivier, ça m'a fait très plaisir. Et comme d'habitude, la conversation est super fluide entre nous. J'espère que j'ai pas trop parlé d'ailleurs. Non, non, du tout, du Et tout. Parfait. ça m'a énormément intéressé de reparler de tous ces sujets. Ça m'a même stimulé là pour mes prochaines créations de contenu. Voilà. Mais tant mieux, mais écoute, ça fait un véritable plaisir aussi pour moi, sincèrement. Et ben écoute, on se retrouve très vite. Merci beaucoup Alex. Avec grand plaisir, Olivier. Au revoir Alex. Et Ouais. je tiens au passage à dire merci également à Stéphane qui est dans les coulisses, alias La Torche, qui réalise le montage des podcasts. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration for all the world. Thank you. Merci à vous et à vos petites oreilles pour avoir pris un peu de votre temps précieux pour m'écouter. Vous pouvez retrouver le Boudoir de Walt sur la plupart des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rechercher et à vous abonner. Pour ceux et celles qui souhaitent me soutenir, merci de mettre des pouces levés, des étoiles ou les bonnes notes qu'il faut pour me soutenir dans cette nouvelle aventure. C'est super important pour le référencement et c'est gratuit. N'hésitez pas de partager sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis les épisodes que vous avez préférés. Cela aide grandement à faire connaître le podcast et c'est gratuit également. Les commentaires sous les publications du Boudoir de Walt sont également les bienvenus et j'y répondrai à chaque commentaire. Pour ceux et celles qui veulent me soutenir financièrement, vous trouverez le lien du compte PayPal du Boudoir de Walt dans la description de cet épisode. Rien n'est obligatoire bien entendu, mais cela peut m'aider fortement à faire évoluer qualitativement le podcast en m'aidant pour assumer par exemple les frais d'hébergement ou pour investir dans du matériel de meilleure qualité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vive la passion Disney, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.